Hey, avant que ce replay commence, j'avais deux trois choses à te dire. Donc déjà, comme je l'ai dit, c'est un replay du live lecture que j'ai fait dimanche dernier sur La couleur tombée du ciel qui est écrite par Lovecraft. À la base, je voulais pas forcément mettre le replay sur cette chaîne YouTube, mais étant donné que sur Twitch, je la mets disponible gratuitement pour ceux qui veulent, et vous étiez pas mal quand même à aller regarder le replay, donc déjà merci. Mais surtout, c'est disponible que 2 semaines, et après c'est supprimé par Twitch et vous n'y avez plus accès. Et donc je voulais le mettre ici pour ceux de ma communauté déjà qui n'avaient pas forcément pu voir ce live lecture et enfin cette lecture de cette nouvelle et qui auraient été intéressés. Et peut-être aussi qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas au courant que je faisais ça et qui m'ont un peu tombé dessus par hasard et que ça intéresserait. Donc voilà, je vous la mets là-dessus. Et tous les autres live lectures que je ferai seront disponibles en replay sur cette chaîne YouTube. Comme ça, voilà, si vous n'avez pas vu le live, que vous avez vu qu'une partie ou que voilà, vous n'étiez pas au courant et juste vous êtes tombé parce que le livre vous intéressait, c'est disponible pour vous gratuitement, sans forcément avoir besoin de vous casser la tête de retourner sur ma chaîne Twitch, bien que ça sera toujours disponible en replay sur ma chaîne Twitch pour ceux que ça intéresse. Comme je l'ai dit, du coup, c'était le replay du live lecture sur Lovecraft. C'était le tout premier que je faisais. Alors, c'est pas pour faire genre trouver des excuses et tout. J'ai fait mon maximum pour que le live soit le mieux possible au niveau de la qualité technique. Mais évidemment, c'était la première fois que je faisais ça. Donc, il y a quelques petits ratés par moment. Je pense notamment le fait qu'au début, j'avais une musique de fond, mais je l'avais pas mise assez forte pour vous et vous ne l'entendiez pas. Chose qui était réglée par la suite quand le chat me l'a dit. Donc voilà, il peut y avoir quelques petites coquilles techniques par moment, mais faut pas vous inquiéter, c'est normal. Et si d'ailleurs vous en avez trouvé d'autres, des coquilles techniques ou des choses que je pourrais améliorer, n'hésitez pas aussi à me faire des retours dans les commentaires pour que j'améliore ça et que l'expérience des live lectures soit pour vous de plus en plus agréable au fur et à mesure que les semaines et que les lives passent. Également aussi au niveau du live, donc qui dit live il dit interaction en direct. Donc par moment aussi j'interagissais avec le chat, ce qui est normal, sinon en fait autant vous faire une vidéo comme celle-là. Donc voilà, sur le moment je sais que ça gênait pas les gens parce que j'interagissais avec eux, mais pour vous ça peut peut-être un peu vous gêner, mais j'ai quand même tenu à vous mettre le live dans l'entièreté, à pas faire des cuts pour que voilà, ça reste, enfin que vous, voilà, vous ayez le replay comme si vous étiez avec moi. Donc j'espère que ça vous gênera pas trop que par moment je coupais un peu ma lecture pour répondre au chat. Et aussi, j'en profite du coup de ce replay de live lecture pour vous dire que ce dimanche qui arrive, bon du coup ça dépend quand vous verrez la vidéo, mais je serai du coup en live pour le deuxième live lecture, et ce sera sur ceci, les contes de Biddle le Bard, qui sont donc les contes, pour ceux qui connaissent, dans Harry Potter et les reliques de la mort, il fait référence, enfin Hermione a un livre qu'on lui donne, dans lequel il y a des contes pour enfants, et c'est celui-ci, donc voilà, on les lira tous ensemble, on en parlera. Voilà, j'espère que, enfin je pense que ça sera cool, et ça sera cool d'ailleurs. Du coup, j'espère vous y trouver, c'est toujours la même adresse si vous voulez venir voir. C'est twitch.tv/tiamax, je vous remettrai le lien en description. Et c'est dimanche à 17h comme tous les autres live lectures qui seront les dimanches à 17h. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisse avec ce replay de live lecture. J'espère voilà, que ça vous plaira, que vous passerez un bon moment. Bref, je vous laisse entre les mains de Lovecraft et de la couleur tombée du ciel. Bonne écoute et peut-être à bientôt sur Twitch. À l'ouest d'Arkham, la montagne devient sauvage avec des vallées dont nulle hache n'a jamais troublé les bois profonds. Il y a des ravins sombres et abrupts où les arbres poussent avec des formes fantastiques, et où coulent de maigres ruisseaux qui n'ont jamais reçu un rayon de soleil. Sur les pentes plus douces, on trouve d'anciennes fermes et des cottages couverts de mousse, tassés contre la roche, comme s'ils couvraient à jamais les secrets de la Nouvelle-Angleterre sur le rebord des abîmes. Mais ils sont tous abandonnés maintenant, leurs larges cheminées s'effondrent, et les bardeaux des murs gonflent dangereusement sous les toits brisés. Les anciens habitants sont partis, et les étrangers n'aiment pas vivre ici. Des Canadiens français s'y sont essayés, des Italiens s'y sont essayés, et les Polonais sont venus et repartis. Ce n'est pas à cause de quelque chose qui puisse être vu ou entendu ou compris, plutôt à cause de ce qu'on imagine. Ce n'est pas un lieu favorable à l'imagination ou qui apporterait la nuit des rêves bienfaisants. C'est cela qui garde les étrangers à l'écart, parce que le vieil Amni Pierce n'a jamais dit à personne ce dont il se souvient des jours étranges. Amni, dont la tête est un peu dérangée depuis des années, est le seul qui se souvient encore ou qui parle parfois des jours étranges. Et s'il l'ose,
c'est parce que sa maison est assez proche de la zone des champs, à découvert, et des routes qui rejoignent Arkham. Il y avait une route autrefois qui traversait montagnes et vallées, et passait tout droit dans le lieu de la lande foudroyée. Mais les gens cessèrent de la prendre, et une nouvelle route fut tracée qui faisait un large écart par le sud. On peut retrouver les traces de l'ancienne dans la végétation qui retourne à l'état sauvage, et quelques-unes de ces traces subsisteront même quand la plupart des creux seront inondés pour le nouveau barrage. Alors les bois sombres seront rasés, et la lande foudroyée sombrera loin sous les eaux bleues, dont la surface reflètera le ciel et miroitera dans le soleil. Et les secrets des jours étranges seront enfouis parmi les profonds secrets, avec les légendes cachées du vieil océan et tous les mystères de la terre originelle. Quand j'arrivai à ces montagnes et vallées pour surveiller le nouveau barrage, ils me dirent que le lieu était maléfique. Ils me dirent Arkham, et parce que c'est une très vieille ville pleine de légendes et sorcelleries, je pensais que ce maléfice venait de ce que les grands-mères chuchotaient aux enfants depuis des siècles. L'appellation lande foudroyée me semblait très théâtrale et bizarre, et je me demandais comment cela s'était intégré au folklore d'un peuple si puritain, excusez-moi. Puis je découvris moi-même, à l'ouest, ce sombre enchevêtrement de vallons et collines, et cessai de m'étonner de quoi que ce soit d'autre que son propre et ancien mystère. C'était un matin quand je le découvris, et mes nombres ici menaçaient en permanence. Les arbres grossissaient trop épaissement, et leurs troncs étaient trop larges par rapport à nos bois ordinaires de Nouvelle-Angleterre. Il y avait trop de silence dans les minces allées qui les séparaient, et le sol était trop mou et tapissé de cette mousse humide, comme d'infinies années de déclin. Dans la zone découverte, principalement le long du tracé de l'ancienne route, il restait quelques petites fermes dans les collines, parfois avec tous leurs bâtiments encore debout, ou juste quelques-uns, ou quelquefois rien qu'une cheminée solitaire ou une grange. L'herbe et la bruyère dominaient, et des choses furtives et sauvages faisaient bruire les fourrés. Sur toute chose restait un relent de nervosité et d'oppression, une touche d'irréalité ou de grotesque, comme si quelque vital élément de perspective ou de clair-obscur s'était détraqué. Je ne m'étonnais plus que des étrangers n'aient pu demeurer, et ce n'était pas un lieu pour y dormir. C'était plutôt un paysage du peintre Salvatore Rosa, beaucoup plus comme quelques bois interdits dans un conte de terreur. Salut, la Chips Ninja, bienvenue, installe-toi. Mais rien n'était si affreux que la lande foudroyée. Je le sus au moment où je débouchais à l'entrée d'une large vallée, parce qu'aucun autre nom n'aurait convenu à une telle chose, ou bien toute autre chose aurait pu prendre ce nom. C'était comme si un poète avait battu cette expression parce qu'il avait vu ce lieu particulier. Cela devait, pensai-je, lorsque je le vis, être le résultat d'un incendie. Mais pourquoi rien n'avait jamais repoussé sur ces 5 hectares de désolation grise qui rampaient sous le ciel comme une grande tache mangée par l'acide parmi les bois et les champs? On était largement au nord de l'ancien tracé de la route, mais cela débordait aussi de l'autre côté. Je perçus une forte répugnance à en approcher, et ne l'entrepris que parce que mon métier m'y amenait et me forçait à le traverser. Il n'y avait aucune végétation de quelque sorte sur cette vaste étendue, mais rien qu'une fine poussière ou cendre grise dont il semblait que jamais aucun vent n'avait tenté de la souffler. Les arbres alentours semblaient malades et distordus, et beaucoup de troncs morts étaient restés debout, ou pourrissaient dans les fossés. Comme je traversais sans traîner, je croisais les briques et pierres écroulées d'une vieille cheminée et d'un cellier sur la droite, et la gueule noire et baignante d'un puits abandonné dont les vapeurs stagnantes jouaient d'étranges tours dans le halo de la lumière du soleil. Même la longue pente sombre du bois grimpant au lin du blas, semblait accueillante par contraste, et je ne me tenais plus des chuchotements épouvantés des gens d'Arkham. Il n'y avait pas d'autre maison aux ruines à proximité. Même dans les anciens jours, le lieu avait dû être solitaire et isolé. Au crépuscule, redoutant d'avoir à retraverser cet endroit de mauvais augure, je fis le détour pour revenir à la ville par la boucle de la route contournant par le sud. Je rêvais vaguement que paraissaient des nuages, comme si une étrange timidité à propos de l'immense et profond vide du ciel s'était incrustée dans mon âme. Je vais très bien et toi? Petit peu de thé. Et j'en profite de cette pause thé pour remercier Belguin. Merci pour le follow. Dommage pour toi, tu n'auras pas l'animation sonore, parce que du coup, je l'ai désactivé là. Bref, reprenons. Ce soir-là, j'interrogeais quelques vieilles personnes d'Arkham sur la lande foudroyée,
et de ce qu'on entendait par l'expression jours étranges qu'on murmurait de façon si évasive. Et je ne pus cependant en obtenir nulle réponse, hors le fait que tout ce mystère était bien plus récent que ce que j'en avais supposé. Ce n'était pas du tout dû à une vieille légende, m'appartenait au temps même de ceux avec qui je parlais. C'était arrivé dans les années 1880, et une famille avait disparu ou avait été tuée. Les témoins étaient flous, et parce que tous me dirent de ne pas accorder d'attention aux histoires folles du vieil Amny Pierce, je partis à sa recherche dès le lendemain matin, ayant entendu dire qu'il vivait seul, dans une vieille cabane chancelante, là où les bois recommençaient à se faire si épais. Un lieu effroyablement archaïque, et qui avait commencé à exhaler les miasmes et l'odeur qui traînaient autour des maisons qui ont duré trop longtemps. Ce n'est qu'en frappant avec obstination que je pus réveiller le vieil homme, et quand il entrebâilla timidement la porte, je fus certain qu'il n'était pas heureux de me découvrir. Il n'était pas si faible que ce à quoi je m'attendais, mais ses yeux s'affaissaient d'une façon curieuse, et ses vêtements sans soin et sa barbe blanche lui donnaient un air très las et lugubre. J'alléguai faussement une raison professionnelle, lui parlais de ma surveillance et posai quelques questions générales sur la région. Il était beaucoup plus intelligent et bien plus éduqué que ce que j'avais été amené à penser, et, avant que je m'en sois aperçu, il avait saisi bien plus du sujet que n'importe lequel des gens avec qui j'avais échangé à Arkham. Il n'était pas comme les autres ruraux que j'avais rencontrés dans les zones où seraient les réserves du barrage. Il ne, il ne protestait pas, lui, à propos des kilomètres de vieilles forêts et terres arables qui seraient noyées, même si peut-être sa maison ne serait pas hors de la limite des rives du futur lac. Un soulagement, c'est tout ce qu'il montrait, un soulagement vis-à-vis de la ruine des anciennes et sombres vallées où il avait passé toute sa vie. Elle serait mieux sous les eaux désormais, mieux sous les eaux, après les jours étranges. Et après ce début, sa voix enrouée devint grave, tandis que son buste se penchait en avant et que son index droit s'agitait de façon impressionnante. C'est alors que j'appris l'histoire, et tandis que la voix se perdait, raclait, sifflait, moi, je frissonnais encore et encore en dépit de la chaleur de l'été. Souvent, j'avais à interrompre le conteur dans ses digressions, lui faire préciser quelques points scientifiques qu'il ne connaissait que par une mémoire évanescente en perroquet, reprenant de vieux rabâchages professoraux, ou sauter des fossés entiers là où son sens de la logique et de la continuité s'était effondré. Quand c'était le cas, je ne m'étonnais pas que son esprit se fût ébréché un peu, ou que les gens d'Arkham n'aimaient pas parler de la lande foudroyée. Je revins à mon hôtel avant que le jour tombe, ne souhaitant pas que s'éclairent au-dessus de moi les étoiles dans le vide. Et le jour suivant, je revins à Boston donner ma démission. Il ne me serait pas possible de revenir dans ce vague chaos de vieilles forêts et collines, ou me trouver à nouveau face à cette lande foudroyée toute grise, où le puits noir et profond bâillait près des briques et pierres effondrées. Le barrage serait bientôt construit, et tous ces vieux secrets seraient à l'abri pour toujours sous quelques brasses d'eau. Mais même ainsi, je ne crois pas que j'aimerais visiter de nuit ce pays, du moins quand les sinistres étoiles paraissent, et rien ne pourrait me forcer à boire de la nouvelle eau de la ville d'Arkham. Tout avait commencé, avait dit le vieil Amni, avec le météorite. Avant ce temps-là, il n'y avait plus une nulle légende sauvage depuis les procès des sorcières, et on craignait ces bois qui filaient vers l'ouest, bien moins que la petite île de la Miskotanique, où le diable tenait son tribunal sur un curieux hôtel de pierre, plus vieux que les Indiens. Il n'y avait pas de bois hantés, et leur fantastique crépuscule n'avait jamais été terrible, jusqu'à ce que viennent les jours étranges. Alors avait surgi un midi ce nuage blanc, cette chaîne d'explosions dans l'air, et cette colonne de fumée venue de la vallée loin, depuis les bois. Et à la nuit, tout Arkham avait entendu ce grand rocher qui tombait du ciel, et se logea dans le sol près du puits de la ferme de Nahum Garner. C'était la maison tout auprès de la lande foudroyée, C'était la maison tout auprès d'où la lande foudroyée s'étendrait, la coquette et maison de Nahum Garner, entourée de son potager fertile et de ses arbres fruitiers. Nahum s'était précipité en ville pour raconter la pierre qui était tombée, et avait croisé Amni Pierce en chemin. Amni avait 40 ans cette année-là, et toutes ces choses bizarres se fixèrent fortement dans son esprit. Lui et sa femme étaient partis avec 3 professeurs de l'université miskatonique qui se précipitèrent, dès le matin suivant, pour examiner le curieux visiteur des espaces stellaires inconnus, et s'étaient étonnés de la taille que, la veille, lui avait attribuée Nahum,
Il s'était ratatiné, dit Nahum en montrant l'épais déblai marron sur la terre arrachée et l'herbe carbonisée près de l'archaïque margelle circulaire du puits dans sa cour. Mais les doctes savants rétorquèrent que les pierres ne se ratatinaient pas. Sa chaleur rayonnait avec persistance, et Nahum déclara que la nuit, il brillait faiblement. Les professeurs y essayèrent leur marteau de géologue et constatèrent qu'il était bizarrement mou. C'était à la vérité assez mou pour être une sorte de plastique, et ils découpèrent. Je suis désolé, j'ai perdu ma ligne. Ils découpèrent plutôt qu'ils ébréchèrent un échantillon qu'ils souhaitaient étudier dans leur laboratoire. Ils le placèrent dans un vieux seau emprunté à la cuisine de Nahum, parce que même le petit morceau refusait de refroidir. Avant leur voyage de retour, ils s'arrêtèrent chez Amni pour un bref repos, et devinrent pensifs quand Madame Pierce remarqua que le fragment diminuait de taille et brûlait le fond du seau. Vraiment, il était petit, mais peut-être en avait-il détaché moins qu'il n'avait cru. Le jour suivant, tout cela eut lieu en juin 1882, les professeurs revinrent, et tout excités. Quand ils s'arrêtèrent chez Amni, ils lui dirent quel étrange comportement avait eu l'échantillon, et comment il s'était tout entier évaporé quand ils l'eurent transféré dans un bécher de verre. Le verre avait fondu lui aussi, et les doctes savants parlèrent de l'étrange affinité de la pierre pour le silicium. Cela s'était traduit par des constats incroyables dans le laboratoire bien tenu. Absolument inerte et ne provoquant aucun éboulement de gaz quand chauffé au charbon, restant parfaitement négatif dans un bain de borax et prouvant qu'il restait complètement non volatile à n'importe quelle température, y compris au chalumeau oxyacéténique. J'étais sûr que j'allais me tromper dans le live en disant celui-là. Sur l'enclume, il se révélait fortement malléable et dans le noir, sa luminosité était très perceptible. Se refusant résolument à refroidir, il mit bientôt toute l'université en grand émoi. Et quand, chauffé devant le spectroscope, il révéla des bandes brillantes de couleurs irréductibles à n'importe quelle couleur du spectre normal, on évoqua, en perdre le souffle, la possibilité de nouveaux éléments, de bizarres propriétés optiques et d'autres choses que des hommes de science stupéfiés ne disent pas volontiers quand ils se confrontent à l'inconnu. Brûlant comme il était, ils le testèrent dans un creuset avec tous les réactifs appropriés. L'eau ne fit rien, pareil avec l'acide chlorhydrique. L'acide nitrique et même l'aquaregia provoquèrent à peine un chuintement et crépitèrent en giclant au contact de son invulnérabilité torride. Amni avait des difficultés à se souvenir de toutes ces choses, mais reconnut quelques-uns des noms des solvants que je lui mentionnais, dans l'ordre où on les emploie ordinairement. On essaya l'ammoniac et la soude caustique, l'alcool et l'éther, le nauséabond bisulfite de carbone et une douzaine d'autres, mais malgré le fait que son poids se réduise à mesure que le temps passe et qu'il semble se refroidir légèrement, il n'y eut aucun changement dans les solvants qui indiquent qu'il ait pu s'attaquer à la substance en quelque quoi que ce soit. Oh! J'arrête pas de bégayer. Au secours. On va prendre une grande gorgée de thé et ça va aller mieux. C'était un métal, cependant, aucun doute. Il était magnétique en une propriété, et après son immersion dans différents acides, il semblait qu'on y trouvait de faibles traces des figures de Winmenstatten, comme celles décelées sur le fer météorique. Quand il fut suffisamment refroidi, on reprit les essais dans du verre, et c'est dans un bécher de verre qu'ils laissèrent les éclats pris à l'échantillon original pour les analyses. Le lendemain matin, à la fois le bécher et les échantillons avaient disparu sans aucun reste, sauf une trace carbonisée à l'endroit où on avait posé le verre sur l'étagère en bois. Tout ceci, les professeurs le dirent à Amni lorsqu'ils s'arrêtèrent à sa porte, et à nouveau, il les accompagna jusqu'à la pierre messagère des étoiles, bien que cette fois sa femme ne les eût pas accompagnés. Elle avait certainement réduit maintenant, et même les austères professeurs ne purent douter de la vérité de ce qu'ils voyaient. Tout autour de cette motte brune décroissante, près du puits, il y avait un espace vide où la terre s'était creusée, et où il mesurait bien 7 pieds la veille, il n'en mesurait à peine plus que 5. C'était encore brûlant, et les savants étudièrent avec curiosité sa surface tout en détachant un autre échantillon plus grand, avec leurs scies et marteaux. Ils découpèrent plus profondément cette fois-ci, et quand ils s'emparèrent de la plus petite masse, ils virent que le noyau de la chose n'était pas très homogène.
Ils avaient mis au jour ce qui semblait être le côté d'un considérable globule, cassant inclus dans la substance. La couleur, qui ressemblait à quelques-unes des bandes de l'étrange spectre du météorite, était quasi impossible à décrire, et c'est seulement par analogie qu'ils la nommèrent quand même une couleur, une texture lustrée qui, auscultée par tapotement, semblait indiquer à la fois fragilité et vacuité. Un des professeurs y donna un audacieux coup de marteau. Elle éclata avec un petit pop nerveux. Rien ne fut émis, et toute trace de la chose s'évanouit avec l'incision. Ne resta qu'une trace hémisphérique d'environ 3 pieds de diamètre, et tous considérèrent comme probable qu'on trouverait d'autres choses à mesure que la paroi qui la recouvrait s'évanouissait. Vaine conjecture aussi, après des futiles tentatives de trouver d'autres globules en perçant, les chercheurs disparurent avec leur nouvel échantillon, qui se révéla cependant au laboratoire aussi déconcertant que l'avait été son prédécesseur. En dehors de se révéler presque plastique, de disposer de chaleur et de magnétisme, de posséder un spectre inconnu, de s'évanouir à l'air et d'attaquer les composants de silice avec pour résultat une mutuelle destruction, il ne présenta aucun trait caractéristique relevable, et à la fin des examens, les scientifiques de l'université furent forcés de reconnaître qu'ils ne savaient pas le classer. Ce n'était rien de connu sur cette terre, mais un fragment du grand dehors, et en tant que tel relevait des propriétés du dehors et obéissait à des lois extérieures. Il y eut cette nuit-là un orage, et quand les professeurs se rendirent chez Nahum le matin suivant, ils durent se confronter à un aigre désappointement. La pierre, magnétique comme elle était, devait être douée de quelques propriétés électriques, parce qu'elle avait aspiré la foudre, comme le dit Nahum avec une insistance particulière. En 1 heure, le fermier vit à 6 reprises le sillage de la foudre traverser sa cour, et quand la tempête fut passée, rien qui restait qu'un trou informe près de la margelle du puits, mi-effondré dans la terre éboulée. Creuset n'avait donné aucun résultat, et les scientifiques ne purent qu'entériner le fait de cet évanouissement. L'échec était total, il ne restait donc rien à faire que revenir au laboratoire et continuer les expériences sur le fragment toujours diminuant, précautionneusement gardé dans du plomb. L'échantillon dura une semaine, à la fin de laquelle on n'avait rien appris de véritablement conséquent. Quand il eut disparu, sans même un dernier résidu derrière lui, à ce moment les savants furent pratiquement sûrs qu'ils avaient vu de leurs propres yeux un vestige énigmatique des abysses sans fond du dehors, message âpre et isolé des autres univers et des autres royaumes de matière, de force et d'entité. Comme de bien entendu, les journaux d'Arkham firent leur chou gras de l'incident, de son patronage scientifique, et envoyèrent des reporters interviewer Nahum Garner et sa famille, y compris un journal de Boston, qui envoya un journaliste, et Nahum devint rapidement une sorte de célébrité locale. C'était un homme svelte et affable d'environ 50 ans, vivant avec sa femme et leurs 3 fils dans cette agréable ferme de la vallée. Lui et Amni se rendaient visite fréquemment à leur femme aussi, et Amni n'eut qu'à se louer de lui toutes ces années. Il semblait plutôt fier de la réputation que sa ferme avait attirée, et parla souvent du météorite les semaines qui suivirent. Il fit chaud ces mois de juillet et d'août, et Nahum dut travailler dur à son foin sur les 10 hectares de prés qu'il cultivait près du côté de Shapnamsbrook. Son chariot grinçait dans les profondes ornières des chemins ombreux entre la ferme et les champs. Le travail le fatiguait plus que ce n'avait été le cas les autres années, et il se dit que l'âge commençait à se faire sentir. Merci du coup beaucoup, j'en profite de l'instant T. Merci Netri pour le follow, merci The Dark Cloud pour le follow. Parfait, exactement parfait. Et c'est dommage parce que tu n'as pas eu le petit son qui va avec, mais je te le ferai écouter en off après. Ne t'inquiète pas. Alors vint le temps des fruits et de la moisson. Les poires et les pommes mûrissaient lentement, et Nahum se félicita de ce que ces arbres fruitiers prospéraient comme jamais auparavant. Les fruits grossisseraient jusqu'à... J'arrive plus à parler, il faut que je me concentre. Les fruits... Les fruits... Excusez-moi, j'ai cassé l'ambiance. Hop, on va se mettre comme ça me perturbe de me voir. Les fruits grossirent jusqu'à atteindre une taille phénoménale et un éclat imprévu dans une telle abondance qu'il dut construire de nouvelles claies pour accueillir la prochaine récolte. Mais quand ils furent à point, un vin triste désappointement. De tout ce déploiement succulent, pas un brin qui puisse être mangé.
Au lieu de la fine saveur des pommes et des poires surgissait une amertume furtive et maladive, et même la plus petite bouchée laissait un goût nauséeux. Et il en fut de même avec les tomates et les melons, et Nahum constata tristement que toute son année était perdue. Rapide à relier les causes, il prétendit que le météorite avait empoisonné le sol, et remercia le ciel que ses autres récoltes étaient sur la terre haute, plus loin sur la route. Ah, tu l'entends pas? Attends, je vais l'augmenter un petit peu, parce que moi je l'ai dans les oreilles. C'est mieux comme ça? Le problème c'est que c'est une musique qui varie, alors attendez. Voilà. Est-ce que ça vous va comme ça? Ou est-ce que c'est toujours trop bas? Pi, pi, pi. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire comment est le son? Little bit more. Ok, je vais faire un little bit more. Comme ça? Attends, faut que je baisse dans mon casque, sinon je l'entends trop fort dans mon casque. Hop. Hop. Est-ce que c'est mieux du coup là? Ma voix suave. Ouais, bah, en fait je voulais mettre cette musique, mais genre le problème c'est que c'est... Ok, c'est bon, super, bah merci Netri. Euh, Ouais, c'est ce que je voulais mettre cette musique, et le problème c'est que c'est une playlist d'une heure, et ça varie pas mal entre les moments. Genre là ça va être un peu plus fort, tu vois. Bref, du coup, je vais baisser un peu dans mon casque. Hop. Reprenons notre lecture. Hop, hop. C'est la compile Mystactonic. Non, c'est... Attends, je vais t'envoyer le lien de la playlist. Attends, je vais juste t'envoyer le nom en fait, parce que sinon ça va t'envoyer une playlist privée, tu pourras pas l'ouvrir. C'est Cthulhu Cryo Chamber Collaboration. Tiens, je te le mets dans le chat. Hop. Où en étais-je du coup? Ah, j'en étais là, parfait. J'en ai deux, j'ai celle-là qui dure 1h30 et j'en ai une autre, je crois que je l'avais déjà montré l'autre, c'est The Great Old Ones and Other Musics. Oui, prends les notes pour le prochain scénario, on sait jamais, pour les moments que tu aimes bien. Bref, nous disions donc, l'hiver vint très tôt et fut très froid. Amni vit Nahum moins souvent qu'auparavant et remarqua qu'il avait l'air soucieux. Le reste de sa famille aussi, et tous semblaient devenus taciturnes, ils ne venaient plus qu'irrégulièrement faire leurs devoirs à l'église ou participer aux différentes activités sociales de la région. À cette réserve ou mélancolie, on ne trouva aucune cause, bien que toute la maisonnée ait confessé ici et là que leur santé n'était pas vaillante et ressentir un vague sentiment d'inquiétude. Nahum lui-même en donna la plus évidente formulation quand il dit que le perturbait certaines empreintes dans la neige. Il y avait les habituelles empreintes d'écureuils, de lapins et de renards, mais le fermier soucieux et troublé disait avoir remarqué quelque chose qui n'allait pas dans leur nature et leur arrangement. Ce n'était jamais évident, mais ça l'induisait à penser que ce n'était pas là et les caractéristiques de l'anatomie et des habitudes que les écureuils, lapins et renards avaient d'ordinaire. Amni écoutait sans grande passion ces paroles, jusqu'à ce qu'une nuit, revenant en traîneau de Clark's Corner, il eut à passer près de la maison de Nahum. C'était une période de lune, et un lapin traversa la route, et les sauts de ce lapin n'avaient rien que ni Amni ni son cheval puissent aimer. Ce dernier, même, se serait enfi au galop si les rênes n'avaient pas été maintenues d'une main ferme. Alors, Amni prit au sérieux ce que disait Nahum et se demanda pourquoi les chiens de Garner semblaient si effrayés et tremblants chaque matin. Ils en avaient, semblait-il, perdu même le réflexe d'aboyer. Ah, dommage. C'est celui-là la trad que j'ai. Je sais pas si tu vois bien. Est-ce que tu vois bien comme ça? Hop, c'est celui-là que j'ai. Hop, hop, hop. En février, les frères MacGregor de Meadowell Hill
sortis chasser les marmottes pas très loin de chez les Garner, en capturèrent un étrange spécimen. Les proportions de son corps semblaient altérées, mais d'une façon étrange et difficile à décrire, tandis que sa tête avait pris une expression que jamais personne n'avait vue à une marmotte. Les frères MacGregor en furent naïvement effrayés et commencèrent par s'en débarrasser. Aussi, il n'y eut que ce qu'ils en dirent à attendre la population du coin. Mais l'emballement du cheval près de la ferme de Nahum était maintenant reconnu comme incontestable, formant la base du cycle des rumeurs et des commérages. Les gens remarquèrent que la neige fondait plus vite près de chez Nahum que n'importe où ailleurs, et en mars, il y eut une discussion craintive dans le magasin des Potter à Clark's Corner. Stephen Rice était passé près de chez les Garner le matin et avait remarqué les plants de choux émergeant des champs entre les bois et la route. On n'en avait jamais vu de cette taille auparavant. Ils étaient d'une étrange couleur qu'on ne pouvait décrire d'aucun mot. Leur forme était monstrueuse, et le cheval avait frémi en sentant une odeur qui frappa Stephen comme jamais perçue. Le même après-midi, plusieurs personnes se rendirent pour observer ces pousses anormales, et tous convinrent que jamais des plantes de cette sorte ne viendraient à pousser dans un monde sain. On évoqua incidemment les fruits avariés de l'automne précédent, et passa de bouche à bouche l'idée que la terre appartenant à Nahum était corrompue. Bonjour Diarou, comment vas-tu? Bien sûr, c'était le météorite, et se souvenant de comment les universitaires avaient trouvé la pierre étrange, plusieurs fermiers évoquèrent le cas avec eux. Un jour, ils se rendirent en délégation chez Nahum. N'ayant pas de goût pour les contes inventés et le folklore, ils furent très pragmatiques dans ce qu'ils inférèrent. Les plants étaient certainement bizarres, mais tous les plants de choux ont plus ou moins des formes bizarres, et pareil pour l'odeur et la couleur. Peut-être que tel aimant minéral venu de la pierre avait contaminé le sol, mais ce serait bientôt délayé et lavé. Et comme pour les empreintes et les réactions des chevaux, bien sûr, c'était surtout des ragots qu'un phénomène comme l'aérolite ne pouvait qu'engendrer. Il n'y avait rien que des hommes sérieux puissent faire en cas de commérage idiot, que des ruraux superstitieux lanceraient près tout à croire. Et cela fit aussi que pour toute la durée des jours étranges, les savants restèrent à l'écart, méprisants. Un seul parmi eux, quand on lui remit 2 fioles de poussière pour analyse dans les laboratoires de la police, environ 1 an et demi plus tard, se souvint que les couleurs étranges des plants de choux ressemblaient énormément à cette bande anormale de lumière émise par l'échantillon du météore, lorsque, analysé par le spectroscope de l'université, comme ce globule cassant trouvé à l'intérieur de la pierre venue des abysses. Les deux échantillons avaient produit le même étrange spectre au début, même si, plus tard, ils en perdirent la propriété. Tout autour de la ferme de Nahum, les bourgeons vinrent prématurément aux arbres, qui, la nuit, s'agitaient sinistrement au vent. Le deuxième fils de Nahum, Thaddeus, un gamin de 15 ans, prétendait qu'il s'agitait de la même façon quand il n'y avait aucun vent. Mais même les ragots ne tombaient pas jusque-là, et pourtant une inquiétude restait en l'air. Tous les Garner avaient pris l'habitude d'une écoute intense, même quand il n'y avait aux alentours aucun son qu'ils puissent sérieusement identifier. Une écoute qui tenait plutôt à ces moments où la conscience semblait glisser à moitié. Mais malheureusement, ces moments augmentaient de semaine en semaine, jusqu'à ce qu'il soit habituel de se dire qu'il y avait quelque chose de travers avec la famille de Nahum. Quand fleurirent les premières saxifrages, ils étaient eux aussi d'une couleur étrange. Pas celle des plants de choux exactement, mais jamais ceux qui les vinrent ne purent les relier à quelque chose de connu. Nahum en prit quelques fleurs et les emmena à Arkham pour les montrer au rédacteur de la Gazette. Mais ce grand homme ne fit rien d'autre qu'en tirer un billet humoristique dans lequel les peurs noires des ruraux étaient considérées avec un ridicule à peine poli. Ça avait été une erreur pour Nahum de raconter à un citadin enraciné la façon dont les moriaux, ces noirs papillons de la saxifrage, étaient devenus géants. Avec avril vint une sorte de folie dans le pays, et on cessa d'utiliser la route qui passait devant chez Nahum jusqu'à l'abandonner totalement. C'était la végétation. Tous les arbres fruitiers fleurirent dans des couleurs étranges, et à travers le sol pierreux de la cour et les pâturages voisins surgirent des plantes bizarres, que seul un botaniste aurait pu relier à l'habituelle flore de la région. Aucune couleur saine ou agréable à voir nulle part, sauf l'herbe et les feuillages, mais partout ces variations prismatiques et délirantes des tons primaires comme devenus malades, sans aucune place parmi les teintes connues sur la terre. Les tulipes prirent l'allure d'une menace sinistre, et les sanguines poussèrent dans l'insolence de toutes les perversions chromatiques.
Amni et les garneurs remarquèrent que la plupart des couleurs gardaient une sorte de familiarité fantomatique et se souvinrent de celle qui avait été le fragile globule du météorite. Nahum laboura et sema ses 10 hectares, et les champs qu'il avait plus haut, mais n'entreprit rien avec la terre qui entourait la maison. Il savait que cela ne servira à rien, comptant avec espoir que les étranges pousses de l'été draineraient tout le poison du sol. Il était prêt à tout maintenant, et s'était habitué à l'idée que de quelque chose de près, excusez-moi, j'ai totalement niqué la phrase. Il était prêt à tout maintenant, et s'était habitué à l'idée de quelque chose près de lui qui s'attendait pour être entendu. La malédiction que ses voisins attribuaient à sa maison lui pesait, bien sûr, mais elle pesait bien plus encore sur sa femme. Les garçons, à l'école toute la journée, furent laissés en dehors de tout ça, mais ils ne pouvaient s'empêcher d'être effrayés par la rumeur. Thaddeus, un jeune particulièrement sensible, était celui qui en souffrait le plus. En mai, survinrent les insectes, et la ferme de Nahum devint un cauchemar vrombissant et rampant. Des créatures qui, pour la plupart, n'avaient pas l'aspect ni les mouvements habituels, et dont les habitudes nocturnes contredisaient toutes les observations antérieures. Les garneurs commencèrent à veiller la nuit, surveillant en toutes directions en cas de quelque chose, sans pouvoir dire quoi. C'était là qu'ils surent que Thaddeus avait dit vrai à propos des arbres. Madame Garner fut la suivante à les voir par la fenêtre, alors qu'elle observait les lourds branchages d'un érable se détachant au clair de lune. Les branchages d'évidence s'agitaient, et il n'y avait aucun vent. Cela devait être la sève. Il se passait quelque chose d'étrange dans tout ce qui poussait désormais. Et pourtant, ce ne fut pas quelqu'un de la famille de Nahum qui fit la découverte suivante. La familiarité le leur rendait invisible, et ce dont ils ne pouvaient se rendre compte fut aperçu par un timide représentant en farine de Boston qui passa en voiture un soir dans l'ignorance des rumeurs du pays. Ce qu'il raconta à Arkham fut repris dans un entrefilet de la Gazette, et c'est ainsi que l'apprirent tous les fermés, et Nahum le premier. La nuit avait été sombre, et la lampe de son cabriolet insuffisante, mais près d'une ferme de la vallée, et tout le monde en lisant sut que c'était celle de Nahum, l'obscurité s'était faite moins dense. Une luminosité faible mais bien distincte semblait présente dans toute la végétation, l'herbe, les feuilles et les fleurs, tandis qu'à un certain instant, un éclat détaché de cette phosphorescence sembla briller furtivement dans la cour, près de la grange. L'herbe jusqu'ici avait semblé préservée, et on laissait les vaches brouter librement dans le champ jouxtant la maison. Mais vers la fin mai, le lait se fit aigre, et quand Nahum reconduit les bêtes à son champ du haut, le dommage cessa. Le changement dans l'herbe et les feuillages devint perceptible peu de temps après. Tout ce qui était vert devenait gris, et développait une haute et singulière qualité de brillance. Amni était la seule personne qui continuait désormais à venir en visite, et ces visites s'espacèrent peu à peu. Une fois l'école terminée, les Garner furent virtuellement coupés du monde, et quelquefois demandaient à Amni de faire leurs courses en ville. Ils s'affaiblissaient curieusement à la fois mentalement et physiquement, et personne ne fut surpris quand se répandit la nouvelle de la folie de Madame Garner. Cela se passa en juin, à peu près pour l'anniversaire de la chute du météorite, et la pauvre femme se mit à crier à propos de choses dans l'air qu'elle ne pouvait décrire. Dans son délire, il n'y avait pas un seul nom spécifique, mais seulement des verbes et des pronoms. Des choses qui bougeaient et changeaient et volaient, et ses oreilles sursautaient à des impulsions qui n'étaient pas de vrais sons. On emportait quelque chose, elle était vidée de quelque chose. Quelque chose s'accrochait à elle qui n'aurait pas dû l'être. Quelqu'un devait faire cesser cela. Rien n'était plus jamais tranquille dans la nuit. Les murs et les volets tremblaient. Je vais pas plutôt faire ça à 3 heures du mat allongé sur un canapé en petite tenue. Pas encore, mais si tu fais un don de 10 000 euros, je veux bien y réfléchir. Hop. Je vais en profiter du coup pour éponger mon nez. Hop. Nahum ne put se résoudre à l'envoyer à l'asile local, mais la laissa errer dans la maison aussi longtemps qu'elle ne portait pas atteinte à elle-même ni aux autres. Même quand son visage changea, il ne fit rien. Mais quand les garçons commencèrent à en avoir peur, et que Thaddeus faillit s'évanouir une fois qu'elle lui faisait face, il décida de la garder enfermée au grenier. En juillet, elle cessa de parler,
et se traînait devant eux quatre, et avant la fin du mois, Nahum fit la découverte insensée qu'elle était légèrement lumineuse dans le noir, de la même façon que l'était, il le savait maintenant, la végétation qui l'entourait. Vas-y, on se cotise tous. Eh, calmez-vous par contre. Déconne pas, il le faisait sur je sais plus quelle chaîne. Je crois que j'ai déjà vu un truc similaire de. Ils font des objectifs de donation impossibles et il y a des gens qui viennent tout niquer. Il y a une émission comme ça à la TV, à la Tour Eiffel, je crois, ça s'appelle comment déjà? J'en ai aucune idée, je suis désolé, je ne regarde pas la télé. Mais une émission. Attends, une émission française? Où on fait des dons? Hmm. Juste petite pause, ça m'a fait beaucoup rire quand même le passage. Il l'enferme dans le grenier, genre ta femme elle va mal, et le premier truc que tu fais, t'enfermes ta femme dans le grenier. Bon, c'est typique de Lovecraft de faire des trucs improbables, mais quand même, n'enfermez pas votre femme dans le grenier, c'est pas bien. Au fil de la nuit, un truc du genre. Mais au fil de la nuit, c'est pas les. C'est pas les. Comment ça s'appelle? Les pornos nuls sur TMC ou NT1, pardon, que tu regardes après minuit. Ah, c'est de l'hystérie, c'est normal. Bon, après, c'est vrai, en vrai, genre. Aujourd'hui, ça nous semble stupide, mais en 1880, enfin. Quand tu vois comment ils traitaient les fous, tu te dis bon. C'est un peu horrible, mais c'est normal aussi. Oui, le cas où la meuf lit un bouquin et c'est interminable. Bah, je connais pas du tout. Du coup, j'irai voir pour voir potentiellement ce qui va m'arriver si tu me fais un don de 10 000 euros. On sait jamais. Euh, C'était un petit peu avant cela que les chevaux s'étaient mis à piaffer. Quelque chose les avait réveillés dans la nuit, et leurs ruades et hennissements dans leur box furent terribles. Il sembla que rien ne pouvait les calmer, et quand Naïm ouvrit la porte de l'écurie, ils s'enfuirent effrayés dans les fourrés et les bois. Cela lui prit une semaine pour rattraper les quatre, et ce fut pour découvrir qu'ils ne seraient désormais d'aucun usage, car incontrôlables. Quelque chose s'était cassé dans leur cervelle, et il dut les abattre tour à tour pour leur propre bien. Nahum emprunta un cheval à Amni pour ses foins, mais s'aperçut qu'il refusait d'approcher de la grange. Il résistait, se dérobait, hennissait, et à la fin, il n'eut plus d'autre moyen que de l'amener jusqu'à la cour, puis de pousser le lourd chariot à force d'hommes, assez près du fenil pour transborder le forage. Et pendant tout ce temps, la végétation devenait grise et cassante. Même les fleurs dont les teintes avaient été si bizarres tournaient au gris, devenaient cassantes, les fruits devinrent tout en gris, des fruits nains et ternes. Les astères et les solidages fleurirent gris et tordus, et les roses et les ignaces, les trémières dans la cour du devant semblaient si blasphématoires que l'aîné des fils de Nahum, Zénas, les coupa. Les insectes étrangement boursouflés moururent vers cette époque. Même les abeilles avaient quitté leurs ruches et s'étaient enfuies dans les bois. Calmez-vous, vous deux dans le chat. Je vous vois. Je vous réponds pas toujours, mais je vous vois. En septembre, la totalité de la végétation s'effritait en poussière grisâtre, et Nahum se mit à craindre que les arbres meurent avant que le poison soit drainé du sol. Sa femme en était arrivée maintenant à des cris d'appel terrifiants, et lui et les garçons en état de permanente tension nerveuse. Alors je suis désolé, je vais faire une pause pour me moucher, en bouchant mon micro, en mutant mon micro, parce que j'en ai les yeux qui pleurent, 2 secondes. Je résistais à l'envie tout à l'heure, mais mon nez était tellement bouché que ça me faisait pleurer les yeux que je voyais plus la page, du coup c'était un peu gênant pour lire. Bref, il fuyait les gens maintenant, et quand l'école rouvrit, les garçons n'y retournèrent pas. Mais ce fut Amni, lors d'une de ses rares visites, qui réalisa le premier que l'eau du puits n'était plus potable. Elle avait un goût infect, qui n'était ni exactement fétide, ni exactement salé, mais Amni recommanda à son ami de creuser un autre puits, dans un terrain plus haut,
et de l'utiliser jusqu'à ce que le sol soit à nouveau sain. Nahum pourtant ignora l'avertissement, et s'il était en ce temps-là replié sur des choses étranges et déplaisantes. Lui et les garçons continuaient à utiliser l'eau polluée, la buvant par réflexe et avec autant d'apathie qu'ils mangeaient leurs maigres repas mal cuits qui faisaient la routine ingrate et monotone de leurs jours sans but. Il y avait quelque chose d'une impassible résignation pour eux tous, comme s'ils marchaient dans un autre monde, entre les rangs de gardes sans nom, vers une perte certaine et familière. La folie s'empara de Thaddeus en septembre, après une visite au puits. Il était venu avec un seau et était revenu les mains vides, hurlant et agitant les bras, et peu à peu sombrant dans un gloussement insane, comment on dit en français, insane, et chuchotant à propos des couleurs qui bougeaient là-dessous. Deux dans la même famille, c'était une mauvaise nouvelle. Mais Nahum y fit face résolument. Il laissa faire le garçon une semaine environ, jusqu'à ce qu'il commence à trébucher et se blesser lui-même, puis il l'enferma dans une pièce du grenier, en face de celle de sa mère. La façon dont ils hurlaient de l'un à l'autre, de derrière leur porte verrouillée, était vraiment terrible, surtout pour le petit Merwin, qui s'imagina qu'il parlait dans quelque terrible langage qui n'appartenait pas à ceux de la terre. Mervyn devenait effroyablement imaginatif, et son inquiétude s'aggrava après l'enfermement de son frère, qui avait été son meilleur compagnon de jeu. Une vague de mortalité se répandit dans la basse-cour, au même moment à peu près. Les poulets devenaient gris et mouraient très vite, et on leur trouvait une chair sèche et immonde quand on la coupait. Les cochons prirent extraordinairement de la graisse, puis soudainement furent affectés de changements détestables que personne ne put expliquer. Leur chair était bien sûr inconsommable, et Nahum était à bout de sens. Aucun vétérinaire du coin ne voulait plus venir chez lui, et le vétérinaire de la ville d'Arkham était ouvertement déconcerté. Les porcs commencèrent aussi à devenir gris et cassants, et à tomber en morceaux avant même de mourir, et leurs yeux et leurs museaux développèrent des aberrations singulières. C'était totalement inexplicable, parce qu'ils n'avaient jamais été nourris avec les fourrages pollués. Puis, quelque chose contamina les vaches. Certaines parties de leur corps, ou parfois le corps tout entier, se ratatinaient ou se rétrécissaient étrangement, entraînant d'atroces dislocations ou désintégrations. En dernier ressort, et il en résulta toujours la mort, il y avait ce mystère de devenir gris et cassant, comme ce qui était arrivé au porc. Il ne pouvait être question de poison, parce que tous les cas s'étaient produits dans une étable verrouillée et au calme. Pas de morsure ni de parasite qui aurait pu apporter un virus, et quelle bête vivante au monde pouvait traverser un obstacle solide? Ce ne pouvait être qu'une maladie naturelle, mais quelle maladie pouvait induire de tels résultats au-delà de toute idée humaine? Quand vint le temps de la moisson, il n'y avait pas un animal à survivre dans les environs, parce que le bétail et la volaille étaient morts et que les chiens s'étaient enfuis. Ces chiens, au nombre de 3, s'étaient tous enfuis une nuit, et on n'avait plus entendu parler d'eux. Les 5 chats étaient partis quelque temps auparavant, mais on s'aperçut à peine de leur départ, puisqu'il n'y avait plus de souris à attraper, et que seule Madame Garner avait apprivoisé ces élégants félins. Le 19 octobre, un Nahum chancelant entra dans la ferme d'Amni avec une nouvelle tragique. La mort avait pris le pauvre Thaddeus dans son grenier, et elle s'était produite d'une façon qui ne pouvait être racontée. Nahum avait creusé une tombe dans l'enclos familial, derrière la ferme, et y avait déposé ce qu'il avait trouvé. Il n'avait rien pu lui arriver dehors. Parce que la petite lucarne... Je recommence ma phrase, excusez-moi. Il n'y avait rien pu lui arriver du dehors, parce que la petite lucarne grillagée et la porte verrouillée étaient intactes. Mais c'était pire que ce qui était arrivé dans la grange. Amni et sa femme consolèrent l'homme effondré du mieux qu'ils le purent, mais tremblaient en le faisant. La terreur la plus directe semblait encercler les Garner, et tout ce qu'ils touchaient, et la seule présence de quelqu'un dans la maison, était le souffle de contrées innommées et innommables. Amni accompagna Nahum à contre-cœur et fit ce qu'il put pour calmer les sanglots hystériques du petit Mervyn. Zenas n'avait pas besoin d'être calmé. Il était assez attardé pour ne rien faire que rester là et obéir à ce que son père lui disait. Et Amni pensa que c'était une belle pitié du destin. Plusieurs fois des cris et des sanglots répondirent faiblement à ceux de Mervyn depuis le grenier, et à son regard interrogateur, Nahum répondit à Amni que sa femme s'affaiblissait beaucoup. Quand vint la nuit, Amni se prépara à partir,
Quelle que soit leur amitié, elle ne pourrait le faire rester dans ce lieu où réapparaissait la faible luminescence de la végétation et où les arbres s'agiteraient ou ne s'agiteraient pas, même sans vent. C'était une grande chance pour Amni qu'il ne soit pas trop imaginatif. Même si de telles choses existaient, son esprit ne s'y penchait que peu, mais aurait-il été capable de relier et de réfléchir à tous ces prodiges qui l'entouraient, qu'inévitablement il en serait devenu fou à lier. Dans le crépuscule, il se hâta de revenir chez lui. Les cris de la femme folle et de l'enfant à bout de nerfs lui résonnaient horriblement dans les oreilles. 3 jours plus tard, Nahum surgit dans la cuisine d'Amni au grand matin, et en l'absence de son hôte, se mit à déblatérer une histoire encore plus désespérée que Madame Pierce écouta dans un effroi grandissant. C'était au sujet de petit Mervyn cette fois. Il avait disparu. Il était sorti tard la nuit. Il était sorti tard la nuit dernière avec une lanterne et un seau pour chercher de l'eau, et n'était pas revenu. Il s'effondrait de plus en plus depuis des jours et ne savait plus ce qu'il faisait. Pleurait pour n'importe quoi. Pauvre petit Mervyn, oui, pauvre petit Mervyn, si tu savais ce qui lui arrivait. Il y avait eu un cri effroyable depuis la cour, mais avant que le père ait atteint la porte, l'enfant s'était envolé. Aucune lumière nulle part, alors qu'il était parti avec la lanterne, et de l'enfant lui-même, plus de traces. Sur le moment, Nahum pensa que la lanterne et le seau avaient disparu aussi, mais quand revint le jour et que le père revint de toute sa nuit de recherche dans les bois et les champs, il s'aperçut d'une chose très curieuse près du puits, comme si on avait écrasé quelque chose dont résultait une sorte de masse de fer qui certainement avait été la lanterne, tandis qu'une tige tordue et un cerceau déformé à côté, les deux à moitié fondus, voilà ce qui semblait rester du seau. C'était tout. Nahum était au-delà de l'imagination, Madame Pierce était blême, et Amni, quand il fut revenu à la maison et qu'on lui raconta l'histoire, ne pouvait se résoudre à y croire. Mervyn avait disparu, et cela ne servira à rien d'en prévenir les gens alentour, qui fuyaient les garneurs désormais. Pas besoin non plus d'en parler aux gens de la ville d'Arkham, qui riraient de tout cela. Tad était mort, et maintenant, Mervyn partit. Quelque chose rampait et rampait, attendant d'être vu, entendu et senti. Ce serait bientôt le tour de Nahum, et il voulait qu'Amni veille alors sur sa femme et sur Zénas, s'il lui survivait. Ce devait être une sorte de jugement, même s'il ne pouvait deviner pour quelle faute, et qu'il avait toujours marché droit, selon les règles du Seigneur, pour ce qu'il en savait. Les 2 semaines suivantes, Amni n'eut pas de nouvelles de Nahum. Inquiet de ce qui avait pu arriver, il surmonta sa peur et se rendit chez les garneurs. Il n'y avait pas l'habituelle fumée sortant de la grande cheminée, et pendant un instant, le visiteur appréhenda le pire. L'apparence de la ferme tout entière était choquante, des feuilles mortes et de l'herbe grisâtre dans la cour, la vigne vierge, tombant en lambeaux rigides sur les vieux murs et pignons, et de grands arbres nus s'agitant sur le ciel de novembre avec une malévolence manifeste, dont Amni ne put que ressentir qu'elle provenait d'un changement subtil dans l'inclinaison des branches. Mais au moins, Nahum y vivait encore. Il était à bout de force, alité sur un matelas dans la cuisine voûtée, mais parfaitement conscient et capable de donner des ordres à Zénas. La pièce était mortellement froide, et comme Amni frissonnait visiblement, l'hôte cria d'une voix étouffée à Zénas d'apporter du bois. Du bois, bien sûr, il y en avait sérieusement besoin, puisque le vieil âtre était éteint et vide, avec un nuage de suie soufflé par le vent gelé qui tombait de la cheminée. À cet instant, Nahum lui demanda si avec le supplément de bois, il se sentait mieux. Et Amni comprit ce qui s'était passé. La corde robuste avait fini par craquer, et l'esprit de l'infortuné fermier était protégé maintenant de tout malheur supplémentaire. C'est le moment où ça devient dur. Le questionnant sans le brusquer, Amni ne put obtenir de certitude claire sur la raison de l'absence de Zénas. Dans le puits, il vit dans le puits, fut tout ce que le père embrumé voulut dire. Le visiteur eut alors dans un flash une soudaine pensée pour la mère folle. Il posa ses questions dans une autre direction. Nabi, pourquoi elle est ici fut la réponse toute surprise du pauvre Nahum, et Amni comprit qu'il aurait à chercher lui-même. Abandonnant à lui-même sur son matelas le bavard inoffensif, il prit les clés au
il prit les clés au clou près de la porte et grimpa l'escalier chancelant vers le grenier. Tout était clos et immonde ici, et on n'entendait aucun bruit nulle part. Des 4 portes qu'il voyait, une seule était verrouillée, et c'est sur celle-ci qu'il essaya les clés de l'anneau qu'il avait pris. La 3e clé se révéla la bonne, et après quelques tâtonnements, Amni poussa d'un coup la basse porte blanche. Il faisait très sombre à l'intérieur, parce que la fenêtre était petite et obscurcie par des barreaux de gros bois, et Amni d'abord ne distingua rien du tout sur le plancher nu. La puanteur était terrible, et avant d'entrer plus loin, il eut à revenir dans la pièce voisine et se remplir les poumons d'air respirable. Quand il entra de nouveau, il vit quelque chose de sombre dans le coin, et quand il l'aperçut, il cria carrément. Et tandis qu'il criait, il pensa qu'un nuage éphémère éclipsait la fenêtre, et une seconde plus tard, il se sentit effleuré lui-même par une sorte d'effroyable courant de vapeur. D'étranges couleurs lui dansaient devant les yeux, et il n'aurait pas été hébété par l'horreur qu'il avait devant les yeux. Il aurait pensé qu'avait explosé le globule... Excusez-moi, j'ai tout niqué en plus. Il aurait pensé qu'avait explosé le globule du météorite frappe par le marteau du géologue, ou que s'était rassemblée ici la végétation morbide qui avait germé ce printemps. Dans l'instant, il ne pensa qu'au monstrueux blasphème qui lui faisait face, et qui, d'évidence, avait partagé le destin sans nom du jeune Thaddeus et du bétail. Mais la plus terrible chose concernant cette horreur, c'est que très lentement, mais de façon perceptible, elle bougeait, comme si elle continuait de ramper. Amni ne voulut me donner aucun renseignement complémentaire sur cette scène, mais la forme dans le coin ne réapparut pas dans son récit comme un objet animé. Il y a des choses qui ne peuvent être mentionnées, et ce qui est accompli par humanité commune est parfois cruellement jugé par la loi. J'imagine qu'il n'y eut pas de choses animées qui soient restées dans la pièce du grenier, et que laisser derrière soi une telle chose capable de mouvement aurait été un acte assez monstrueux pour condamner tout être responsable au tourment éternel. N'importe qui, à part un solide fermier, se serait évanoui ou serait devenu fou. Mais Amni en pleine conscience retraversa la porte basse et la referma derrière lui sur sa malédiction secrète. Il devait s'occuper maintenant de Nahum. Il devait le nourrir et le soigner, le transporter dans un lieu où on prendrait soin de lui. Entamant sa descente des escaliers obscurs, Amni entendit dessous un bruit sourd. Il pensa même qu'un cri avait soudainement été étouffé, et se souvint convulsivement de cette vapeur moite qu'il avait frôlée dans la glaçante pièce du dessus. Qui avait poussé ce cri? Où était entré? Stoppé par une vague peur, il entendit d'autres bruits en bois. Indubitablement, on traînait quelque chose de lourd, et un vacarme encore plus effroyable de quelque lutte ou malsaine espèce de succion. Son réflexe d'association aiguillonné par une tension fiévreuse, il pensa inexplicablement à ce qu'il avait vu en haut. Mon Dieu, dans quel fabuleux monde de cauchemar avait-il fait la bourde de tomber? Il n'osait plus ni avancer ni reculer, et restait tremblant dans l'angle le plus reculé du palier. Les moindres détails de la scène venaient s'enflammer dans son cerveau. Les sons, le pressentiment d'une issue désastreuse, l'obscurité, les marches abruptes, ciel miséricordieux, la faible mais indiscutable luminosité de tous les panneaux de bois autour de lui, les marches, la rampe, les lattes et même les poutres. Alors survint le fantastique hennissement du cheval d'Amni resté dehors, suivi aussitôt d'un bruit de galop qui signifiait une fuite éperdue. En un moment, le cheval et son cabriolet étaient hors de portée de l'oreille, abandonnant l'homme terrorisé dans son escalier noir, à tenter de deviner ce qui s'était passé. Mais ce ne fut pas tout. Survint un autre but du dehors, une sorte d'éclaboussure liquide, de l'eau. Ce devait être le puits. Il avait laissé Héros tout près sans l'attacher, et une roue du cabriolet avait dû frôler la couronne du puits et faire tomber une pierre. Et à nouveau, la pâle phosphorescence dans tous ces panneaux de bois. Dieu, que cette maison était vieille! Pour le gros œuvre au moins datant de 1670,
et le toit mansardé pas après 1730. On entendait distinctement un faible grattement sur le plancher du rez-de-chaussée, et Amni agrippa plus fermement un lourd de gourdin qu'il avait ramassé dans le grenier, au cas où. Reprenant lentement le contrôle de ses nerfs, il termina sa descente et se dirigea hardiment vers la cuisine. Mais ce ne fut pas la peine d'aller au bout, parce que ce qu'il cherchait n'était plus là. C'était venu à sa rencontre. Et c'était encore vivant, à sa manière. Si cela rampait, ou si c'était remorqué par une force extérieure, Amni n'aurait pu le dire. Mais la mort s'en était emparée. Tout s'était passé dans la dernière demi-heure, mais l'affaissement, le gris, la désintégration avaient déjà fait leur ouvrage. Il y eut un horrible bruit de cassure, et des fragments secs s'écroulèrent. Amni ne pouvait le toucher, mais regardait horrifié cette parodie distordue de ce qui avait été un visage. C'était quoi, Nahum? C'était quoi? Cria-t-il, et les lèvres fendues, gonflées, furent juste capables de crépiter leur ultime réponse. Rien, rien. La couleur, ça brûle. C'est froid, mouillé, mais ça brûle. Ça vit dans le puits. Je l'ai vu, genre de fumée, juste comme les fleurs le printemps dernier. Puis brille la nuit. Tad et Merny et Zénas, tous, ils vivent. Ça bouffe la vie de tout dans cette pierre. Soit devenir de cette pierre, empoisonne tout autour. C'est pas ce que ça veut. Ce truc rond que ces types de l'université ont trouvé dans la pierre, quand ils l'ont éclaté, c'était la même couleur. Juste pareil, comme les fleurs et les plantes. Doit y en avoir d'autres, des germes, graines, ils poussent. Je les ai vus la première fois cette semaine. On dut tirer fort, Zénas. Un garçon tout grand, plein de vie. Ça t'assomme l'esprit et te le vole, te brûle. Dans l'eau du puits, t'avais raison là-dessus. Putain d'eau. Zénas n'est jamais revenu du puits. Elle a plus pu en sortir. Te tire. Tu sais, quelque chose va arriver. Mais ça sert à rien. Je l'ai vu au moment où ça a pris Zénas. Et pour Nabi, Amni, j'ai plus ma tête. Je sais plus depuis combien de temps je ne l'ai plus nourri. Ça l'attrapera aussi si on ne fait pas attention. Rien qu'une couleur. Sa figure commence à briller de cette couleur quand c'est la nuit. Et ça brûle. Et ça suce. Ça vient d'un endroit où les choses ne sont pas comme elles sont ici. Un de leurs savants l'avait dit. Il avait raison. Méfie-toi, Amni. Ça peut sucer plus. Ça suce la vie. Et ce fut tout. Ceux qui avaient parlé ne parleraient plus, parce que cela s'était complètement effondré. Amni ramassa une nappe rouge et la pose sur ce qui restait, puis ouvrit la porte arrière donnant sur les champs. Il grimpa sur la colline jusqu'au pâturage d'en haut et revint chez lui par la route nord et les bois. Il n'avait pu se résoudre à passer près du puits qui avait effrayé son cheval. Il l'avait examiné de derrière la fenêtre et constatait qu'aucune pierre ne manquait à la margelle, ce qui signifiait que son cabriolet entraîné n'avait rien heurté du tout. L'éclaboussure provenait d'autre chose, quelque chose qui s'était jeté dans le puits après ce qui avait été fait au pauvre Nahum. Quand Amni réapparut chez lui, le cheval et le cabriolet étaient revenus depuis longtemps, jetant sa femme dans les griffes de l'angoisse. La rassurant sans rien lui expliquer, il repartit aussitôt pour Arkham et déclara aux autorités que la famille Gardner n'était plus. Il n'entra dans aucun détail, mais parla principalement de la mort de Nahum et de Nabi, celle de Thaddeus étant déjà enregistrée, et suggéra que la cause en semblait la même affection qui avait tué leur bête. Il déclara aussi que Mervyn et Zénas avaient disparu. Il fut soumis à un long interrogatoire au poste de police, et à la fin, on demanda à Amni de conduire 3 agents à la ferme des Garner, accompagnés du coroner et du médecin légiste, enfin du vétérinaire qui avait traité les animaux les malades. Il le fit malgré sa volonté, parce que l'après-midi s'avançait
et qu'il craignait la tombée de la nuit en ce lieu maudit. Même si c'était plus rassurant d'avoir autant de monde avec lui. Les 6 hommes suivirent son cabriolet dans leur propre fiacre et arrivèrent sur les 16 heures à la ferme infectée. Même familier des expériences même familier des expériences les plus épouvantables, aucun des agents ne put rester insensible à ce qu'ils trouvèrent dans le grenier et sous la nappe rouge sur le plancher du rez-de-chaussée. L'aspect même tout entier de la ferme dans sa désolation grise était terrible en soi, mais ces 2 débris rampants étaient au-delà de toute limite. Aucun d'eux, au- aucun d'eux pour supporter de les regarder longtemps, et même le médecin légiste admit qu'il disposait bien de peu pour son examen. Bien sûr, des prélèvements furent effectués pour analyse, et il se mit en mesure de les obtenir. Et il me semble qu'une étrange conséquence survint au laboratoire de l'université à laquelle on soumit finalement les 2 fioles de poussière. Sous le spectroscope, les 2 prélèvements émirent un spectre inconnu, dans lequel la plupart des raies déconcertantes étaient exactement les mêmes que celles notées lors de l'analyse de l'étrange météorite l'année précédente. Et cette propriété d'émettre un spectre disparut au bout d'un mois. La poussière consistait seulement, ensuite, en phosphate alcalin et carbonate. Amni n'aurait rien dit aux agents de ce qui concernait le puits, s'il avait pensé qu'il voudrait s'en mêler tout de suite. On arrivait au crépuscule et il était anxieux de repartir. Mais il ne pouvait s'empêcher de regarder nerveusement la margelle sous son menton arrondi, et quand un agent l'interrogea, il admit que Nahum redoutait quelque chose en bas, et tellement qu'il n'avait jamais osé le fouiller pour y chercher, Mervyn ou Zénas. Après cela, il n'y eut plus rien à faire que de le vider et de l'explorer immédiatement, et Amni dut attendre en tremblant, tandis que, saut après saut, l'eau fétide était remontée et jetée sur le sol trempé alentour. Les hommes reniflaient de dégoût à ce fluide, et sur la fin se pinçaient le nez contre l'horreur qu'il remuait. Ce ne fut pas un travail aussi long qu'il l'aurait cru, tant l'eau était exceptionnellement basse. Il n'est pas besoin de décrire avec trop de détails ce qu'ils découvrirent. Mervyn et Zénas étaient là tous les deux, bien que leurs vestiges furent déjà l'état de squelettes. Il y avait aussi un petit chevreuil et un grand chien dans le même état, et nombre d'os d'animaux plus petits. La vase et la bouse, au-dessous, semblaient inexplicablement poreuses et bouillonnantes, et un homme qui descendit à la force des mains avec une longue perche trouva qu'il pouvait enfoncer toute la longueur du bois dans le limon visqueux du fond sans rencontrer d'obstacle solide. Le soir était maintenant venu, et on apporta des lanternes de la maison. Quand on constata que rien de plus ne pouvait résulter de l'examen du puits, ils revinrent à l'intérieur et se rassemblèrent dans l'ancien salon, où la lumière intermittente d'une demi-lune, reflétait discrètement la grise désolation du dehors. Les 6 hommes étaient franchement déroutés par la totalité de l'affaire et ne pouvaient trouver aucun lien convaincant entre les étranges dérives de la végétation, la maladie inconnue qui avait frappé le bétail et les humains, et les morts inexplicables de Mervyn et Zénas dans le puits pollué. Ils étaient au courant des commérages du pays, c'est vrai, mais ne pouvaient croire que ce qui s'était produit n'obéisse pas à des lois naturelles. Aucun doute quant au fait que le météorite ait infecté le sol, mais la maladie de personnes et d'animaux qui n'avaient rien consommé de ce qui se poussait dans le sol était une autre affaire. Est-ce que c'était l'eau du puits? Bien possible. Ce serait une bonne idée de l'analyser, mais quelle folie singulière avait pu pousser les 2 garçons à sauter dans le puits? Leur double geste était si pareil, et les restes recueillis prouvaient qu'ils avaient tous 2 souffert de la mort grise et cassante. Pourquoi tout, ici, était gris et cassant? C'est le coroner, assis près d'une fenêtre donnant sur la cour, qui le premier remarqua la lueur sortant du puits. La nuit était complète maintenant, et tout le dieu environnement semblait faiblement lumineux, en tout cas plus que le rayonnement de la lune. Mais cette nouvelle lueur avait quelque chose de défini et distinct, et semblait sortir du puits noir comme le rayon affaibli d'une torche, produisant de mornes réflexions dans les flaques que l'eau jetée avait constituées.
C'était une très étrange couleur, et comme tous les hommes se rassemblaient autour de la fenêtre, Amni s'emballa violemment, parce que cet étrange faisceau de miasmes dégoûtants ne lui était pas d'une teinte inconnue. Il avait vu cette couleur auparavant, et redoutait de penser à ce qu'elle signifiait. Il l'avait vue dans l'ignoble globule de cette aréolite 2 étés plus tôt. Il l'avait vue dans la végétation folle du dernier printemps. Et il avait pensé la revoir, un instant ce matin même, contre la petite fenêtre à barreaux de cette terrible pièce dans le grenier, où des choses sans nom s'étaient produites. Elle était apparue là, une seconde, et ce flux de vapeur moite et haïssable qui l'avait effleuré, après quoi le malheureux Nahum avait été emporté par quelque chose issu de cette couleur. Il l'avait dit à sa toute fin, dit que c'était le globule et les plantes. Après, il n'y avait plus eu que l'emballement du cheval dans la cour et l'éclaboussure dans le puits. Et maintenant, ce puits vomissait dans la nuit un pâle et insidieux rayon de la même teinte démoniaque. Il faut rendre hommage à la vigilance d'esprit d'Amni d'avoir rassemblé les éléments du puzzle même dans un moment aussi tendu, sur une question d'abord scientifique. Il ne put que s'étonner à cette brillance, d'éprouver la même sensation qu'à la vapeur aperçue le jour même contre une fenêtre donnant sur le ciel du matin, et d'une exhalaison nocturne perçue comme une brume phosphorescente sur le fond du paysage noir et foudroyé. Ce n'était pas possible, c'était contre les lois de la nature, et il pensa à ces terribles derniers mots de son ami dévasté. Ça vient d'un endroit où les choses ne sont pas comme elles sont ici. Un de leurs savants l'avait dit. Les 3 chevaux, dehors, attachés à une paire d'arbres flétris près de la route, hennissaient et ruaient frénétiquement. Le conducteur du fiacre s'approchait de la porte pour les rejoindre, mais Namni posa une lourde main sur son épaule. Va pas là-bas, siffla-t-il. Il y a plus que ce qu'on en sait. Et Nahum m'a dit quelque chose. Nahum m'a dit que quelque chose vivait dans le puits qui vous suçait toute la vie. Il a dit que c'était quelque chose qui venait d'une de ces boules rondes, comme celle qu'on avait vue dans cette pierre il y a 1 an au mois de juin. Ça suce et ça brûle. Il a dit, et c'est juste un nuage de couleur, comme cette lumière là devant, qu'on voit à peine et qu'on peut pas dire ce que c'est. Nahum, il disait que ça se nourrit sur n'importe quoi qui vit et devint plus fort tout le temps. Il a dit qu'il l'avait vu cette dernière semaine. Ça doit être quelque chose d'au-delà du ciel, comme les types de l'université ont dit que la pierre de météore, ça l'était. La façon dont c'est fait et la façon dont ça agit, ce n'est pas la façon du bon Dieu. C'est quelque chose de bien plus loin. Aussi ils restèrent indécis tandis que la lumière du puits devenait plus forte et que les chevaux entravés ruaient et hennissaient dans une frénésie grandissante. C'était vraiment un moment affreux. Avec la terreur dans cette maison ancienne et maudite, 4 monstrueux déblais de morceaux, 2 dans la maison et 2 du puits, dans une caisse en bois derrière, et cette flèche d'une ridicence inconnue et contre nature surgit des profonds devant eux. Amni avait retenu le cocher sur une impulsion, sans se souvenir comment lui-même était sorti indemne après l'effleurement de cette vapeur colorée dans le grenier, mais peut-être c'était aussi bien qu'il y agit comme il l'avait fait. Personne ne saura jamais ce qu'il y avait au dehors de cette nuit, et que, malgré le blasphème du dehors, il n'y ait pas eu d'homme blessé, ni à l'esprit atteint, et personne pour savoir ce qu'il aurait dû être fait à cet ultime moment, quand cette force grandissait, et que le ciel nuageux sous la lune déployait les signes d'un danger inconnu. Tout d'un coup, un des agents près de la fenêtre émit un court et profond hoquet. Les autres le regardèrent, et aussitôt suivirent son propre regard vers le point où son propre égarement avait été soudain bloqué. Il n'y avait pas besoin de mots. Ce qui avait été si disputé dans les commérages du pays n'était plus discutable. Et c'est à cause de cette chose que tous les hommes présents s'accordèrent silencieusement plus tard à propos des jours étranges et n'en parlèrent jamais à Arkham. Il est tout d'abord nécessaire de prévenir qu'aucun vent ne soufflait à cette heure du soir. Ce fut le cas un peu plus tard, mais absolument pas à ce moment. Même les tiges sèches que subsistaient de l'herbe à la moutarde grise et charbonneuse et le fanion sur le haut du fiacre étaient immobiles. Et pourtant,
Du sein de ce calme tendu et impie, les hautes branches nues de tous les arbres dans la cour s'agitaient. Elles remuaient de façon spasmodique et morbide, griffant les nuages qu'éclairait la lune dans une folie convulsive et épileptique, grinçant impuissamment dans l'air vicié, comme si secouées par une chaîne de liens étranges, et sans corps avec les horreurs se tordant en convulsions sur leurs noires racines. Plus un homme ne respira pendant de longues secondes. Alors, un nuage noir plus épais s'interposa sous la lune, et la découpe des branches folles disparut momentanément. Ce fut un cri général, rauque, étouffé, mais presque similaire dans chaque gorge, parce que la terreur ne s'était pas évanouie avec l'image, mais que dans cet effrayant instant d'obscurité, toutes les veilleurs aperçurent, se trémoussant sous le haut des arbres, un millier de faibles points de rayonnement profane, agitant chaque branche comme le feu de Saint-Elme ou les flammes qui tombèrent sous la tête des apôtres à la Pentecôte. C'était une constellation monstrueuse de lumière surnaturelle, comme un essaim gonflé de lucioles nourries de cadavres, dansant une sarabande d'enfer sur un marécage maudit, et sa couleur était la même intrusion sans nom qu'Amni s'était accoutumé à reconnaître et à craindre. Et, pendant tout ce temps, le faisceau phosphorescent qui surgissait du puits devenait de plus en plus large, imposant au sens des hommes blottis les uns contre les autres une idée de destruction et d'anormalité qui outrepassait toute image que leur esprit conscient aurait pu former. Ce n'était plus quelque chose qui brillait, mais quelque chose qui se déversait, et quand le flux sans forme de l'implacable couleur quittait le puits, il semblait s'envoler directement vers le ciel. Le vétérinaire, en tremblant, alla jusqu'à la porte de devant et la verrouilla de son lourd barreau de bois. Amni ne tremblait pas moins, et ne put que montrer un poing en le désignant, faute de pouvoir contrôler sa voix, quand il voulut qu'ils remarquèrent la luminosité grandissante des arbres. Les hennissements et ruades de chevaux étaient le plus sauvagement effrayés, et pas un de ceux du groupe de la vieille maison ne se serait aventuré là-bas, quelle qu'en aurait été la récompense terrestre. Maintenant, la brillance des arbres augmentait, tandis que les branches sans repos se hérissaient de plus en plus à la verticale. Le bois de la voûte sur le puits brillait aussi maintenant, et un des policiers tendit avec stupeur le doigt vers les cabanes de bois et les ruches près du mur côté ouest. Il commençait à briller aussi, même si le fiacre et le cabriolet des visiteurs semblaient pour l'instant ne rien subir. Alors, on entendit une commotion puissante et un galop sur la route, et quand Amni orienta la lampe pour mieux voir, ils réalisèrent que les 2 chevaux effrayés avaient brisé leurs entraves et s'étaient enfuis avec le fiacre. Le choc eut pour effet de délirer les langues. On s'échangea des réflexions embarrassées. Ça contamine tout ce qui est organique autour d'ici, bredouilla le médecin légiste. Personne ne répondit. Mais l'homme qui était descendu dans le puits suggéra l'idée que sa longue perche pouvait avoir réveillé quelque chose d'intangible. C'était horrible, dit-il. Il n'y avait pas de fond du tout, juste de la vase, des bulles et l'impression de quelque chose qui remuait là-dedans. Le cheval d'Amni hennissait et ruait apeuré sur la route dehors, étouffant presque le chevautement de son propriétaire à bout de force, tandis qu'il rassemblait ses propres idées sans suite. Ça vient de cette pierre, elle pousse là-bas, là-dessous, elle attrape tout ce qui vit, elle se nourrit de ça, du corps et de l'esprit. Tad, Merni, Zénas, Nabi et Nahum le tout dernier, ils ont tous bu de cette eau, ça les a pris plus fort, ça vient de loin, au-delà, où les choses ne sont pas comme elles sont ici. Là, ça s'en repart. Et tandis que la colonne de couleur inconnue s'enflait soudain plus fort et commençait à s'enrouler elle-même dans le fantastique suggestion d'une forme que chaque témoin plus tard décrirait différemment, alors vint du pauvre héros entravé un bruit que nul homme jusqu'ici, depuis, n'avait jamais entendu d'un cheval. Chacun dans la salle basse et voûtée tendit l'oreille, et Amni se détourna de la fenêtre, empli d'horreur et de nausée. Les mots ici ne peuvent convenir. Quand Amni regarda de nouveau, la malheureuse bête gisait abattue et inerte sur le sol au clair de lune, entre les brancards brisés du cabriolet. C'était ce qui restait de Héros jusqu'à ce qu'il le brûle le lendemain. Mais à présent, il n'était pas temps de se plaindre. Un des policiers au même instant, attirant leur attention sur quelque chose de terrible dans la pièce même, avec eux,
En l'absence de toute lumière, il était clair qu'une faible phosphorescence avait commencé de contaminer l'habitation entière. Elle étincelait sur le bois nu du plancher, et le bout d'un tapis en peau de bête brillait dans les franges des rideaux des fenêtres à petits carreaux. Cela montait et descendait dans les linteaux, scintillait sur les étagères et la cheminée, infectait même les portes et les meubles. Chaque minute, il voyait ça forcir, et à la fin, il devint clair que toute vie saine devait quitter la maison. Amni leur désigna la porte du fond, puis les conduisit sur le chemin des champs du haut. Ils marchèrent en trébuchant comme dans un rêve, n'osant même pas regarder en arrière jusqu'à ce qu'ils fussent sur le plateau. Encore une chance qu'il y eut ce chemin, parce qu'ils n'auraient pu s'enfuir par devant, près du puits. C'était assez d'avoir à longer la grange et les cabanes luminescentes, et ces arbres fruitiers brillants avec leurs contours ratatinés et monstrueux, mais grâce au ciel les branches ne faisaient que se hérisser vers le haut. La lune disparut derrière de lourds nuages noirs, tandis qu'ils traversaient le rustique pont sur le Chapsman Brook, et c'est en tâtonnant à l'aveugle que d'ici ils rejoignirent l'espace ouvert. Quand ils se retournèrent vers la vallée, loin de la ferme des Garner, la vue au fond était effrayante. Toute la ferme brillait de ces hideux spectres de couleurs inconnues, les arbres, les bâtiments, et même les herbes et les prés qui n'avaient pas été encore réduits à ce gris cassant, létal. Les branches étaient toutes attirées vers le haut, dressées comme la lande d'immenses flammes, et des coulées flamboyantes du même feu monstrueux rampaient désormais sur les toits de la maison et de la grange des cabanes. C'était une scène digne du vision de Fuseli, et partout autour régnait cette débauche de luminosité amorphe, cet arc-en-ciel de poison secret, étranger, et sans dimension venant du puits bouillonnant, flairant, lapant, attrapant, scintillant, forçant, et même boursouflant malignement dans son chromatique cosmique inconnaissable. Alors, sans transition, la chose hideuse surgit verticalement vers le ciel, comme une fusée ou un météore, sans sillage derrière elle, disparaissant à travers un trou rond, curieusement régulier dans les nuages, avant qu'aucun des hommes n'ait pu sursauter ou crier. Aucun des témoins pour jamais oublier ce qu'ils avaient vu, et Amni contemplait ébahi la constellation du Cygne. Deneb scintillait au-dessus des autres, là où la couleur inconnue s'était dissoute dans la Voie lactée. Mais c'est la terre qui rappela aussitôt son regard, à cause d'un craquement dans la vallée. C'était juste ça, juste du bois qui se déchire et qui casse, et pas une explosion comme le prétendirent plusieurs des autres témoins. Le résultat cependant fut le même, puisque dans un seul instant, effréné, kaléidoscopique, surgit de la ferme maudite et condamnée un cataclysme éruptif éblouissant d'étincelles d'une couleur et nuance surnaturelles. Brouillant le regard des rares qui le virent, et envoyant au zénith un bombardement nuageux de fragments de telles fantastiques couleurs que notre univers se devait de les retenir, de les renier. Se repliant rapidement dans une seule vapeur, ils suivaient la grande chose morbide qui avait disparu, et en une autre seconde, ils disparurent aussi. Derrière, au-dessous, il n'y avait plus qu'une obscurité dans laquelle, eux, n'auraient pas osé se risquer, et levait un vent qui semblait tout balayer des noires rafales gelées. Ah, je dois rebaisser le son, excusez-moi, du coup. Voilà, petit peu de musique, du coup. Je vais reprendre un peu plus tôt, du coup. Se repliant rapidement dans une seule vapeur, ils suivaient la grande chose morbide qui avait disparu. En une autre seconde, ils disparurent aussi. Derrière, au-dessous, il n'y avait plus qu'une obscurité dans laquelle eux n'auraient pas osé se risquer, et levé un vent qui semblait tout balayer de noires rafales gelées, surgit de l'espace interstellaire. Cela mugissait et hurlait, et fouetta les champs et les bois distordus dans leur folle frénésie cosmique, jusqu'à ce que les témoins tremblants réalisent qu'il ne servait à rien d'attendre la lune pour savoir ce qui restait là-dessous de la ferme de Nahum. Trop terrorisés pour risquer des théories, les 7 hommes secoués se dirigèrent vers Arkham par la route du nord. Amni était le plus atteint de tous et les supplia d'entrer dans sa propre cuisine au lieu de repartir tout de suite pour la ville. Il ne s'était pas traversé le reste de la nuit dans les bois tremblants de vent, tout seul dans sa maison au bord de la route principale, parce qu'il avait subi un choc supplémentaire qui fut épargné aux autres, qui le marqua pour toujours d'une peur maussade dont il n'osa jamais faire part pendant les années à venir.
Comme ses compagnons regardaient fermement droit devant pour escalader la colline sous la tempête pour rejoindre la route, Amni, à un instant, s'était retourné pour un dernier regard sur cette noire vallée de désolation où son ami infortuné avait trouvé son dernier abri. Et depuis, ce lieu dévasté et lointain, il avait vu quelque chose s'élever lentement, uniquement pour revenir sombrer à l'endroit même d'où la grande horreur informe s'était élancée vers le ciel. C'était juste une couleur, mais pas n'importe quelle couleur de notre terre ou du ciel, et parce qu'Amni reconnaissait cette couleur, il sut que cette ultime et faible lueur resterait tapie et menaçante dans le puits, et n'a jamais trouvé le repos depuis. Amni n'avait jamais voulu retourner sur les lieux. C'est presque il y a un demi-siècle maintenant que l'horreur avait surgi. Mais il n'y est plus à jamais allé et se réjouissait que le nouveau barrage l'engloutisse. Je le serais moi aussi, parce que je n'aime pas la façon dont changea la couleur du jour autour de la gueule du puits abandonné quand j'y passais. J'espère que les eaux seront toujours assez profondes, mais même ainsi, je n'en barrai pas. Je ne crois pas que je puisse désormais revenir dans le pays d'Arkham. Trois des hommes qui étaient venus avec Amni y retournèrent le matin suivant pour voir les ruines à la lumière du jour. Mais il n'y avait pas vraiment de ruines, seulement les briques de la cheminée, les pierres du cellier, quelques bouts de ferraille ou des déblais minéraux, ici et là, et le rebord du puits néfaste. Or le cheval d'Amni qui était mort, et qu'ils tirèrent à l'écart et brûlèrent, lui rapportant le cabriolet, tout ce qui avait été doté de vie avait disparu. Il restait 5 hectares maudits d'un désert de poussière grise, où plus jamais rien n'avait poussé depuis. Jusqu'à ce jour, cela s'étale sous le ciel comme une grande tache mangée par l'acide dans les champs et les bois, et ceux qui n'ont jamais osé venir le contempler en dépit de la rumeur paysanne l'ont appelé la lande foudroyée. Ces contes de la rumeur paysanne sont bizarres. Il serait encore plus bizarre si les gens de la ville et chimistes de l'université y avaient pris assez d'intérêt pour analyser l'eau du puits abandonné, ou la poussière grise que jamais aucun vent ne semblait pouvoir disperser. Les botanistes aussi gagneraient à étudier la flore rachitique des bords de la zone, parce qu'ils devraient éclairer le pays sur le fait que la lèpre s'étale peu à peu, peut-être un pouce par an. Des gens disent que la couleur des prés aux environs n'est pas comme elle devrait être au printemps, et que des animaux sauvages laissent d'étranges empreintes dans la légère neige d'hiver. La neige qui ne semble jamais aussi épaisse sur la lande foudroyée qu'elle l'est tout autour. Les chevaux, les quelques chevaux que nous avons gardés à l'âge des moteurs, restent nerveux dans la vallée silencieuse, et les chasseurs n'osent pas détacher leurs chiens trop près de la tache de poussière grise. Ils disent que c'est une mauvaise influence mentale aussi. Ils furent nombreux à devenir bizarres dans les années après la fin de Nahum, et toujours la force de partir leur manqua. À ce moment-là, les gens d'esprit sain avaient quitté la région, et ce n'étaient que les étrangers qui tentaient de vivre dans dans les vieilles fermes écroulées. Et cependant, nul ne put rester. Et on se demanda parfois quelle perception différente des nôtres leur avait induit leur propre tradition magique. Leurs rêves, la nuit, protestent-ils, sont vraiment horribles dans cette contrée grotesque. Et il suffit sûrement d'apercevoir ce sombre domaine pour en tirer des imaginations maladives. Aucun voyageur n'a jamais échappé au sentiment d'étrangeté dans ces ravins profonds, et les artistes tremblent quand ils peignent ces bois épais dont le mystère frappe autant l'œil que l'esprit. Je suis moi-même curieux de cette sensation que j'ai ressentie dans ma première marche solitaire, avant qu'Amni me raconte son histoire. Quand vint le crépuscule, j'eus vaguement le désir que des nuages s'assemblent, tandis qu'une bizarre timidité devant le profond vide du ciel s'était emparée de mon esprit. Ne me demandez pas ma propre opinion, je ne sais pas, c'est tout. Il n'y a personne d'autre qu'Amni à qui poser des questions, parce que les gens d'Arkham se refusent à parler des jours étranges, et les trois professeurs qui avaient examiné l'aérolite et son globule de couleur sont morts. Il y avait d'autres globules, tout dépend de ça. L'un a dû se nourrir lui-même et échapper, il y en eut probablement un pour lequel c'était trop tard. Aucun doute qu'il est encore là-bas dans le puits. Je sais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la lumière du soleil que je vis refléter sur ce cloaque. Les gens d'ici disent que la tâche s'étend d'1 pouce par an. Aussi cela continue peut-être de grandir et de se nourrir encore aujourd'hui. Mais quel que soit ce démon, on doit le retenir.
où il continuera de s'étaler. Et vite! Est-ce relié aux racines de ces arbres qui griffent l'air? Un des commérages habituels d'Arkham est à propos de ces chaînes qui brillent et s'agitent la nuit quand il ne le devrait pas. C'est seul Dieu le sait. Si on en parle matière, je suppose que la chose qu'a décrite Amni peut être appelée un gaz, mais un gaz qui n'obéirait pas aux lois qui sont celles de notre cosmos. Il n'agit pas du fruit d'un de ces mondes ou astres qui scintillent sur les télescopes et les clichés photographiques de nos observatoires. Ce n'est pas la laine des cieux dont les astronomes mesurent les mouvements et les dimensions, ou qu'ils considèrent trop vastes pour le faire. C'était une couleur, tombée du ciel, un effrayant messager de royaumes informes dont la seule existence choque le cerveau et laisse nos yeux hébétés de la vision de noirs golfs extracosmiques. Cela m'étonnerait grandement qu'Amni m'ait menti consciemment, et je ne pense pas que son histoire soit cette lubie ou folie dont les gens de la ville m'avaient prévenu. Quelque chose de terrible s'est produit dans les vallées et les collines à cause de ce météore. Et quelque chose de terrible, même si je ne sais pas dans quelle proportion, demeure encore là. Je serais heureux de voir l'eau monter, et j'espère que rien n'arrivera à Amni. Il en a trop vu de cette chose, et son influence est si insidieuse. Pourquoi n'a-t-il jamais été capable de déménager et partir? Comme il se rappelle clairement des derniers mots de Nahum. Ça peut pas partir. Ça te tire. Tu sais, quelque chose arrive, mais ça te sert à rien. Amni est-elle un bon vieil homme? Quand l'équipage du barrage sera sur place, je devrais prévenir le chef de chantier de veiller sérieusement sur lui. Je détesterais penser à lui, alors que la monstruosité grise, difforme, cassante, continue de plus en plus à troubler mon sommeil. Et voilà, this is the end of The Color Out of Space. Oh, la musique qui se déchaîne.